Non, non, mais il y a Sieg, il y a Mata, il y a Beauvais, il y a Mata, il y a tout. D'avancer un peu le somme, je pense que ça devrait aller. Bonjour à tous, d'être venus nous rejoindre pour cette journée plus que sympathique qui va être un hommage. Et je suis très heureux, il y a beaucoup de monde. Alors cette journée va être placée sous un signe un peu particulier qui n'était pas tout à fait prévu au départ. Alors avant de vous faire la présentation et surtout de vous présenter les excuses de quelques personnalités qui ne sont pas venues, nous avons une petite surprise. J'ai à côté de moi le président départemental du Souvenir français et nous avons reçu hier une lettre de monsieur le préfet. Alors je vais lui demander de bien vouloir la lire. Lettre de Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime en date du 4 juin 2024. Monsieur le Président, vous avez bien voulu me transmettre un projet pour une labellisation nationale au titre du 80e anniversaire de la Libération. Je vous remercie vivement pour votre engagement dans cette démarche commémorative, importante pour la transmission de la mémoire aux jeunes générations dans la fidélité aux idéaux de la République. Les membres du comité départemental du 80e anniversaire ont examiné votre dossier et ont particulièrement souligné le formidable travail de mémoire sur un sujet méconnu. Après cet examen, je suis en mesure de vous faire savoir que la labellisation est accordée à votre projet. Je vais commencer cet hommage avec quelques vers que tout le monde connaît. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone. C'est le débarquement de 44. Tout le monde les connaît, ces strophes. Prononcées à Radio Londres pour informer la résistance française, il fallait saboter les voies ferrées allant vers la Normandie pour les rendre inutilisables par les Allemands. Et à partir du 6 juin, dans pas mal de régions, les voies ferrées ont été sabotées pour éviter à ce que les convois de renfort arrivent trop vite. 80 ans plus tard, aujourd'hui, 6 juin, nous sommes réunis pour rendre hommage à ceux qui ont suivi les ordres de Radio Londres pour partir toutes les nuits, saboter les voies ferrées et permettre le plein succès du débarquement. Maintenant, je vais donner la parole à mon vice-président du Souvenir français, qui est aussi maire de Beauvais-sur-Mata, c'est Hubert Coupez, qui va nous retracer l'épopée de ces maquisards de la section spéciale de sabotage, hommes de l'ombre devenus des héros. Hubert, à toi. Madame le maire de Siec, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur Duruisseau, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous exprimer mon sentiment d'honneur que j'ai à retracer l'épopée que les sections spéciales de sabotage ont effectuée en 1944 et une partie de la vie de Jacques Nancy. Pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai un oncle qui a suivi à peu près le même chemin, sauf que lui s'est arrêté en Angleterre et il n'est pas retourné faire du sabotage en France. Donc je souhaite vous remercier tout d'abord pour votre nombreuse présence aujourd'hui. Merci aux deux classes du RPI de Beauvais, accompagnées de Madame Sarrazin et de Madame Barré. Merci au Val de Saintonge, qui ont organisé et financé le transport des enfants de l'école à la Bistandille. Et maintenant, je voudrais vous passer quelques messages personnels. Les dés sont sur le tapis. Il fait chaud à Suez. La flèche ne percera pas. Le sapin reste toujours vert. Le coq dresse sa crête. Melpomène se parfume à l'héliotrope. Je répète, Melpomène se parfume à l'héliotrope. Ces messages personnels, quelconques, mais ô combien importants, ce sont les instructions précises qui sont passées par Londres
aux commandos qui se trouvent en France. Ces phrases qui percent les ondes, émises par Radio Londres et diffusées sur la TSF, sont attendues impatiemment tous les jours par les résistants, mais aussi par tous les Français. Le 1er juin 1944, un message est diffusé. Les carottes sont cuites. Puis, les sanglots longs des violons de l'automne résonnent sur les ondes. Ce message annonce à certains que le débarquement est imminent. Le 2, 3 et 4 juin, ce premier vers du poème de la chanson d'automne de Paul Verlaine est répété. Puis enfin, le 5, Radio Londres termine la strophe « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Ces vers annoncent le début de l'opération Overlord, le débarquement des Alliés en Normandie. Les Alliés déferleront le lendemain, le 6 juin 1944, à 6h00. C'est certainement par un de ces messages de l'émission « Les Français parlent au Français » que Jacques Nancy l'a appris. Jacques Nancy est un Béarnais né en Tunisie, à Carthage, le 17 septembre 1912. Ingénieur électricien, il est mobilisé en 1939 comme aspirant au 24e régiment d'artillerie. Il participera au combat dans l'Aisne. Sa brillante conduite au feu lui valent 2 citations, une division et une régiment. Il est fait prisonnier le 22 juin 1940 pendant l'invasion. Il s'évade le 11 novembre 1941 et regagne Pau, où réside sa famille. Il décide alors de gagner Londres pour se mettre au service des forces françaises libres du général de Gaulle. Il passe en Espagne le 28 novembre 1942 et en Espagne, il est à nouveau fait prisonnier et sera interné au camp de Miranda de Hébron. De sinistres mémoires. Après 5 mois de détention, une intervention de l'ambassade britannique le fait libérer. Il peut enfin rejoindre Londres, où il arrive en mai 1943. Là-bas, il suit un entraînement intensif de commando parachutiste. Présenté au délégué militaire régional, le DMR Claude Bonnier, dit Hypoténuse, en septembre 1943, il devient son adjoint à la délégation militaire régionale de Bordeaux, sous le pseudonyme de SAP. Il est chargé de former les groupes de sabotage. Le 14 novembre 1943, il arrive en France, à Angeac-Charente, sur le terrain Albatros, dans le cadre des opérations Lysander, une opération lancée par le BOA, le Bureau des opérations aériennes. Il sera chef saboteur de la région B. Adjoint de Claude Bonnier, il prend contact dès le 20 novembre avec de nombreux groupes de résistants en Gironde, Charente, Charente-Maritime, Basse-Pyrénées et dans les Landes. Le 15 décembre 1943, il forme une petite section de sabotage avec Denis Olivin, Louis Papineau, tous 2 employés de la SNCF, et le docteur Cabane de Saint-André de Cubzac. Les premiers sabotages, sur l'ordre de Londres, furent des dépôts de locomotives de Saintes et de Saint-Marien. En tout, 15 locomotives ont été sabotées, et l'incendie d'un dépôt de cuir allemand. Le 10 février 1944, le réseau est presque entièrement détruit par la Gestapo. Hypoténuse est arrêté. Refusant de parler, il est torturé. Claude Bonnier s'empoisonne lui-même avec sa capsule de cyanure cachée dans sa ceinture et décède. Jacques Nancy arrive difficilement à quitter Bordeaux, dont les gares, les ponts et toutes les routes sont gardées. Le docteur Cabane, accompagné de sa femme, le prend dans leur voiture. Ils sortent de Bordeaux et choisissent la Charente comme refuge. Aidé et hébergé par l'admirable famille du Ruisseau, aux forêts de Bouex, en Charente, il n'a plus aucun contact avec Londres. Il décide de créer une section de sabotage en Charente. Pour cela, il reprend contact avec les éléments du BOA. L'équipe est donc constituée. Elle comprendra Petit René, René Ripard, dit Blaireau, Guy Berger, dit Le Pasteur, Edmond du Ruisseau, dit Le Batteur, Charles Franc, dit Le Pointu, Claude Papineau, dit Grand Sifflet, et Denis Olivin, dit René, qui deviendra d'ailleurs son second. La SSS, section spéciale de sabotage, était née. Le plus urgent est la sauvegarde de dépôt d'armes. Chaque nuit, ils sont aidés par des hommes admirables. Alcide du Ruisseau, père de l'un des hommes de la SSS, puis arrive, grâce à la famille du Ruisseau, le père, la mère, la fille, la belle-fille, à sauver plusieurs tonnes d'armes et d'explosifs.
La tête de Jacques Nancy est mise à prix par les Allemands, 1 500 000 francs à l'époque. Ils s'organisent dans les bois de Dort et commencent leur sabotage. Le 21 février 1944, René Chabas, faisant une liaison à Angoulême, est abattu. Jacques apprend aussi l'arrestation du docteur Cabane à Saint-André-de-Cubzac, qui lui sera déporté et ne reviendra jamais. Ils forment différents camps de mars à mai 1944. Le 14 avril, ils se déplacent dans la région de Ruffec, dans la forêt aux Loges, puis dans le parc du château de Blouzac à Saint-Saviol. Ils sabotent un train chargé de minerais de tungstène venant d'Espagne. Ils disposent pour leur sabotage d'une camionnette diesel, un fou gazogène, donnée par Dodard. Le 30 avril 1944, ils reviennent dans la forêt du Bois d'Hort, près des ruines du château d'eau de la gare. Le 13 avril 1944, au camp de Bois Blanc, ils sabotent 16 pylônes haute tension qui alimentent les usines d'aviation et de ciment de la Couronne. Avec les éléments du groupe Jeun, ils accrochent près de Malaville la Gestapo d'Angoulême le 9 mai 1944. Lors de son voyage à Ruffec, Émile, qui a contacté un de ses bons amis, M. Alexandre Février, demeurant près de Beauvais-sur-Matha, à la Bistandille, qui doit trouver un emplacement pour un nouveau camp. Le 22 mai, ils installent le camp dans les bois à la Bistandille, entre Beauvais-sur-Matha et plus précisément entre Montvinouse et Siècle. Les opérations continuent. Ils font dérailler un train allemand entre Saint-Amand-de-Boixe et Vervans. Marc Leproux témoigne de son séjour à la Bistandille dans l'ouvrage « Nous, les terroristes ». Je le cite. « La Bistandille, ce nom fera toujours surgir en foule les images les plus agréables, les souvenirs les plus enchanteurs et les plus émouvants de la mémoire des sections spéciales de sabotage qui y ont séjourné. Cette grosse ferme est la propriété d'une belle famille, les Février. On ne louera jamais assez leur dévouement tant ils ont fait pour le maquis et la cause de la résistance. Lui, beau, type d'homme bien planté, aux cheveux grisonnants, à la figure souriante et ouverte, où brillent de beaux yeux bleus et vifs, pétillant à la fois d'intelligence, de malice et de bonté. Lui, qui pendant 3 semaines ravitaillera les 9 sections spéciales de sabotage, cachées dans les bois. Pendant que ses fils abattaient veaux, cochons et volailles, comme pour l'enfant prodigue, lui recevait ses réprouvés avec une éternelle bonne humeur et une véritable affection. Assis au bout de la grande table dressée dans le chai, il écoutait, donnait un conseil, un renseignement, toujours précieux, plein de sagesse et d'intelligence. Je ne comprenais pas qui pouvait donner ainsi éternellement, s'étonnera Madame Dodard. C'est eux qui donnent. Elle, pourtant, mère de 7 enfants, mais son cœur était si grand qu'elle avait encore adopté cette nouvelle famille, si lourde de danger pour les siens. Elle travaillait nuit et jour, à laver, entretenir le linge et préparer les repas. Madame Février, écrira simplement un de ses hommes, nous soigne très bien. œufs au lait, sauce de pire, etc., etc. Mais ce qu'elle savait encore le mieux, c'était prodiguer cette tendresse, cette délicate montée qui allait droit au cœur de tous ces hors-la-loi qui avaient tant besoin d'affection. Jamais on ne saura leur dire assez merci, dit Madame Dodard. Pour ma part, je les admire sans réserve, surtout, je les aime. Le 6 juin 1944, ils intègrent de nouvelles recrues, principalement des habitants des environs. Ils décident d'intensifier leur sabotage. Ligne Bordeaux-Paris, Bordeaux-Nantes, des lignes à haute tension. Chaque nuit, ils font dérailler des trains et sabotent les voies ferrées pour ralentir le mouvement allemand vers la Normandie, suivant le plan vert. 3 groupes sont créés, le camp Charente-Maritime, le camp Charente et le camp Ruffec. Ces 3 groupes travaillent suivant ces instructions, déraillement, coupure de voies ferrées, sabotage de pylônes, ponts, routes, etc. Chaque nuit, ce sont des randonnées de 100, 200, voire même 300 km, en utilisant jusqu'à 300 kg d'explosifs par nuit. Ils harcèlent les voies de communication. Il y a bien quelques accrochages, mais peu de pertes. Les hommes sont très disciplinés et très entraînés. Durant plusieurs mois d'été, la section spéciale de sabotage va réaliser de nombreuses missions d'attaque et de sabotage. La section spéciale de sabotage va être le groupe le plus actif de la Charente, avec plus de 70 sabotages dans les 2 Charentes.
Les itinéraires sont préparés minutieusement. Toutes les chances de succès sont mises de leur côté pour des opérations qui sont souvent très dangereuses. Cependant, la liaison entre ces divers groupes, très éloignés, devient difficile. La circulation de plus en plus dangereuse. Les hommes fatigués par les sabotages sont obligés de veiller continuellement et de se déplacer souvent. Devant cette situation, ils décident de prendre contact avec une région libérée par le maquis d'où ils trouveront la sécurité et le repos au retour de leur sabotage quotidien. Le 24 juillet 1944, une forte colonne de musiciens et d'Allemands, environ 800 hommes, venant d'Angoulême, en direction de Nontron, attaque une barrière à Javerlac, gardée par un groupe qui s'appelle Manu, de l'AS5, l'armée secrète de Dordogne. Le barrage est enfoncé. 5 maquisards, dont le lieutenant Manu, est tué. L'ennemi monte à Nontron. Il n'y a plus rien devant lui. Le capitaine Dupuis, commandant le 1er bataillon de l'AS5, fait appel à la section spéciale de sabotage. Jacques Nancy part donc avec le premier groupe d'environ 30 personnes, le groupe Jeun, Pradier et Berger, à Varennes. Ils sont accueillis par des rafales continues. Ils laissent approcher l'ennemi et déclenchent un tir meurtrier à 150 mètres. Les pertes ennemies sont élevées. Cependant, poussés par les Allemands, les miliciens cherchent à les déborder. Le reste de la SSS arrive à environ avec 35 hommes et ils se dégagent. Jusqu'au soir, à 6 heures, la lutte est inégale entre la SSS et les ennemis qui peuvent malgré tout avancer de quelques kilomètres dans la journée. Grâce au courage et à la discipline des hommes de la SSS, Nontron est sauvé. L'ennemi repart sur Angoulême, laissant les pertes sur place. À Puy-Charneau, la SSS a l'effectif maintenant d'une compagnie, environ 70 hommes. Elle participe largement à la libération d'Angoulême. Le 31 août, Angoulême est libérée. Jacques Nancy et la SSS intègrent à l'automne 1944 l'armée régulière française et restera à Puy-Charneau jusqu'en début décembre 1944. Le 1er décembre, ils sont rattachés au 1er bataillon de 50e régiment d'infanterie, commandé par le commandant Dupuis. Depuis la prise d'Angoulême, la SSS participe à la libération de la Charente et à l'investissement de Royan. Le 1er novembre, ils deviennent la 2e compagnie du 50e régiment d'infanterie. Ils participent à l'attaque de Royan comme point d'appui de Brie et avancent dans la région de Mornac-sur-Seudre et de Vroyer. Au total, 19 hommes de la section spéciale de sabotage perdront la vie au combat. 15 seront déportés, 9 ne reviendront jamais. 23 seront blessés, dont certains gravement. Jacques Nancy termine sa carrière avec le grade de capitaine. Sous les ordres, les hommes de la section spéciale de sabotage sont devenus des soldats de l'armée régulière de France et des héros. Jacques Nancy est démobilisé le 28 août 1945 avec le grade de capitaine. Il fut l'un des célèbres résistants charentais et il reçut les décorations suivantes. Commandeur de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre avec 7 citations, médaille des évadés, médaille de la résistance et Military Cross. Jacques Nancy décède le 10 juillet 1987 à Salon de Provence. Et le 7 novembre, il est inhumé dans la crypte du Mémorial national de la résistance à Chasseneuil-sur-Bonneuil en Charente, à côté d'Hypoténuse, le colonel Bonnier. Merci aux hommes de la section spéciale de sabotage, à qui nous devons le respect, le souvenir, la transmission de leurs actions et surtout notre liberté. Gardons leurs souvenirs dans nos mémoires plutôt qu'ils soient gardés dans des livres poussiéreux posés sur des étagères. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Donc Michel est l'un des fils d'Alexandre Février, qui a connu Jacques Nancy et les sections spéciales de sabotage. Et au nom de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, je voudrais lui remettre la médaille de la ville de Beauvais-sur-Matane. Donc je lui remets cette médaille pour toute la famille, puisque c'est toute la famille Février qui a œuvré pendant la guerre pour pouvoir nourrir et accueillir les gens de la SSS.
Voilà, et maintenant, je te rends la parole. Merci Hubert. Tu restes avec nous. Je pense que tu as tes sœurs qui sont là. Tu as tes sœurs qui sont avec toi. Elles veulent venir. C'est toute ta famille, hein. Il ne faut pas les oublier. Hein. Madame Favreau, Madame la maire de Siècle, je vais lui demander de venir parce qu'on est chez elle ici. Alors sinon elle ne voudra pas que je continue à parler. Alors comme je ne suis pas bavard, ceux qui me connaissent. Monsieur Durisseau, s'il vous plaît. On va dévoiler une plaque maintenant qui a été offerte par le Souvenir français. Et cette plaque rappelle vraiment ce qui s'est passé ici. Alors si vous voulez rejoindre, Madame. Allez-y. Voilà. Si vous voulez bien lire ce qu'il y a dessus pour tout le monde. Plaque dit en juin 1944, dans les bois de la Bistandille, s'est installé le camp des maquisards de la section spéciale de sabotage du capitaine Jacques Nancy. De là, il partait en opération toutes les nuits. Hommage et souvenir à tous ces hommes à qui nous devons notre liberté. Maintenant, une gerbe va être déposée par Monsieur le maire de Beauvais. Bravo. Mesdames et messieurs, bonjour. Les baladins de l'antenne vous sont très reconnaissants d'être associés à cette cérémonie. Nous allons interpréter le chant des partisans ou chant de la libération, qui est l'hymne de la résistance française durant l'occupation de l'Allemagne nazie. La musique, initialement composée en 1941 sur un texte russe, est due à une Française, Anna Marly, ancienne émigrée russe, qui a rejoint Londres en 1940. La mélodie, sifflée, devint l'indicatif d'une émission de la France libre, diffusée sur la BBC 2 fois par jour, entre la période du 17 mai 1943 et le 2 mai 1944. Les paroles en français sont écrites le 30 mai 1943 par Joseph Kessel, lui aussi émigré d'origine russe, et son neveu Maurice Druon, qui tous les deux avaient rejoint Londres et les forces françaises libres. Dès le lendemain, 31 mai, Germaine Sablon, compagne de Kessel, interprète le chant pour la première fois dans un film de propagande, Free Songs of Resistance. Tombé un peu dans l'oubli dans les années 50, le chant des partisans est relancé par André Malraux lors de la cérémonie d'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1964. Depuis, ce chant est interprété dans les cérémonies du 8 mai ou bien celles d'hommage aux résistants.
Le manuscrit original est conservé au musée de la Légion d'honneur et il est classé monument historique depuis 2006, décembre 2006. Voici le chant des partisans. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Sur nos plaines. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? On enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Les grenades. Oh, et franc-tireur à la balle et au couteau, tu es vite. Tu es vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Dynamite. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. À ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Qu'on enchaîne. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Sur la plaine. Oh, 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 Puisqu'on est dans les petites confidences et les anecdotes, et qu'on parlait de Radio Londres, il y a quelqu'un qui parlait pas mal à Radio Londres, c'était Pierre Dac, il est très connu. Or, quand j'ai fait une petite enquête, avant de faire ces reportages, il y a notre camarade Michel qui nous a dit quelque chose au sujet de Pierre Dac. Oui, Pierre Dac, il est bienvenu à la maison. Et je crois que c'était un grand journaliste qui connaissait beaucoup de choses à ce moment-là. Autre chose, je voudrais dire, les maquisards qui, disons, faisaient sauter les trains, en parlant français, eh bien, ils venaient casser la croûte à la maison. Et ils avaient une chanson. Une chanson. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Bon, avant de conclure, je vais me passer la parole à Madame Favron, la maire de Sieck. Après, nous saluerons les porte-drapeaux et nous les remercierons de leur présence. Nous remercierons tout le monde et je crois que vous nous emmènerez quelque part après. Ah, ben voilà. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Ce sera le bienvenu. Chers collègues, qui sont avec leur écharpe magnifique, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, je l'avais écrit messieurs les porte-drapeaux, mais je vois que vous êtes des dames, pardonnez-moi, je rectifie. Madame la chef de chœur des baladins de l'antenne, chère Françoise, mesdames, messieurs les choristes,
pardonnez-moi de ne pas donner le prénom de chacun de vous. Il fait chaud, il faut faire vite. Hein. Enseignant et enfant du RPI de Beauvais. Guillaume, que je ne vois plus, collectionneur de ces terribles engins historiques. Guillaume, vous vous cachez? Où êtes-vous? Non, il est parti. Enfin, vous avez pu admirer les... Ah, Guillaume, je vous appelle ça alors. Coucou. Mesdames, Messieurs, que vous soyez siécoises, siécois ou originaires d'autres communes, notamment les membres de la famille Février, qui viennent de Beauvais, Bréville, Legic, Royan, Les Touches, Neuvy-le-Château, Julien. J'ai dû oublier des localités, pardonnez-moi. Mais enfin voilà, vous êtes nombreux et c'est très bien. Lorsqu'il y a quelques jours, Hubert, vous vous cachez, en votre qualité de vice-président du Souvenir français, vous m'avez appelé pour me faire part du désir de votre association de rendre hommage aux maquisards des bois de la Bistandille par l'apposition d'une plaque sur le territoire communal. Je vous ai immédiatement donné mon accord. J'avoue que je ne connaissais pas parfaitement l'association du Souvenir français, qui était incarnée pour moi par Pierre Girard, votre vaste président, quêtant à la porte des églises, ces quêtes permettant d'entretenir les sépultures négligées des combattants morts pour la France. Monsieur le Président du Souvenir français, au cours de nos rencontres destinées à préparer cette cérémonie, vous m'avez rappelé que le Souvenir français, principale association mémorielle française, sauvegarde la mémoire des combattants morts pour la France, participe à la vie commémorative des communes et transmet l'histoire de notre pays. Pour cette journée de commémoration du 80e anniversaire du débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie, dénommée pour cette action militaire Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, le président de la République a souhaité que ce cycle commémoratif puisse être également un temps fort pour toute la nation et pour l'affirmation de ses valeurs républicaines, afin de rendre hommage avec dignité à celles et ceux qui se sont levés, sont venus nous libérer, ont souffert dans la population civile ou ont été victimes de la barbarie nazie. Il est souhaité que les communes s'investissent à travers le baptême des rues et bâtiments du nom de héros et héroïnes de la résistance et de la libération de la France. Anciens résistants, anciens combattants des armées françaises de libération, compagnons de la libération, etc. Monsieur le Président du Souvenir français, la cérémonie que votre association nous a permis de vivre répond tout à fait à la demande des pouvoirs publics. La plaque qui vient d'être fixée sur cette petite place de la Bistandille permettra à tous ceux qui la liront au cours des prochaines années de se souvenir de l'abnégation, du courage, de la témérité, de la hardiesse des membres de la section spéciale de sabotage du capitaine Jacques Nancy, dont je l'ai évoqué, des descendants sont présents aujourd'hui. La famille Février, Jacques Baron. Tu te caches, Jacques, mais je te vois. Je vais répéter une confidence que tu m'as faite il y a quelques jours. Ce n'est pas bien, je m'en excuse auprès de toi dès maintenant. Tu m'as dit il y a quelques jours que le prénom que tu portes est un hommage de tes parents au capitaine Jacques Nancy. Hubert, soyez remercié de nous avoir retracé la vie du fougueux capitaine Jacques Nancy, prêt à tous les sacrifices par amour de son pays, extraordinaire meneur d'hommes, dont notamment les maquisards des bois de la Bistandille. Mesdames les enseignantes et les enfants de l'école de Beauvais, mesdames, messieurs les choristes des baladins de l'antenne, merci de vous avoir donné de l'émotion et du recueillement lors de votre interprétation de la Marseillaise et du chant des partisans. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Je pense qu'il y a longtemps que la Bistandille a connu une telle affluence, mais c'est très bien. Que ce qui s'est joué le 6 juin 1944 fasse encore écho à tous les combats de ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui luttent pour exercer leur liberté, rejetant toutes les formes d'oppression, d'exclusion et bien évidemment toutes les formes de haine qui les accompagnent.
Maintenant dans nos cœurs tout le respect que nous devons à ces combattants de l'ombre, devenus des héros, et surtout, souhaitons que le monde actuel connaisse rapidement la fin des trop nombreux conflits qui bouleversent et très souvent anéantissent la vie des malheureux habitants de ces pays. Du Périgord, adieu, nous portons l'année, nous revirons villes et fortes, le drapeau de l'indépendance flottera par nous jusqu'à la mer, on le pendra à Mayence, à Berlin on prendra Hitler. Merci.